Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de la revue de presse grand format, votre émission de décryptage de l'actualité ivoirienne et étrangère sur l'Intelligent TV. Bienvenue à toutes et à tous. Nos invités de ce soir sont Dr Gondo Diomandé, il est le secrétaire général adjoint chargé de l'école du parti pour le compte de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, M. Ibrahim. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. L'UDPCI profite de l'occasion pour vous remercier. Merci infiniment. Alors, vous partagez ce plateau avec Dao Sekou. Il est analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, Ibrahim. Encore une fois, merci à vous d'avoir accepté de venir parler avec nous, décrypter l'actualité. C'est moi, je vous remercie. Merci à tous les deux. Au menu des échanges de ce soir, la célébration des 20 ans de l'UDPCI, la réponse du gouvernement ivoirien à Laurent Gbagbo qui a plaidé en faveur de la libération des prisonniers militaires, les enjeux de la visite de travail du président sud-africain en Côte d'Ivoire, Cyril Ramaphosa, et la situation à la Fédération ivoirienne de football, et puis à l'international, on va s'intéresser au Ballon d'Or France Football 2021 qui a été remporté par Lionel Messi. Encore une fois de plus, aucun Africain sur le podium. Voilà le contenu déballé pour cette émission. On part tout de suite pour la première rubrique de cette émission. Le samedi 27 novembre 2021 à Abidjan, Cocody, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, a célébré ses 20 ans autour du thème UDPCI, 20 ans d'engagement pour bâtir la nation avec Touakeus Mabri. Pour rappel, l'UDPCI a été créé en février 2001 par le général Robert Gueye. Alors dites-nous, Dr Gondo, quelle était la nécessité de célébrer ces 20 ans? Ok, merci bien, M. Ibrahim, de nous donner la parole. Je vais vous donner l'occasion pour vous remercier sincèrement et puis transmettre en tout cas les salutations de M. le Président de nous avoir ce soir invités pour parler de notre parti. Alors, 20 ans de l'UDPCI, effectivement, c'est l'âge de la maturité. Et nous avons estimé qu'après 20 ans, après tout ce que nous avons subi de la création de l'UDPCI, et avec tout ce que nous avons connu, comme l'assassinat de général Gouiri Robert, Bala Keïta, et les jeunes du parti à l'époque, Diomandé Soalio, j'en passe. Nous avons aussi connu aussi des moments de joie, des moments de peine. Et puis plus récemment, nous avons aussi connu ce que nous avons appelé les crises des S et des issues, c'est-à-dire que toute la saignée que nous avons connue avec le départ d'un certain nombre de militaires, d'un certain nombre de cadres. Et puis l'UDPCI après qui renaît, j'allais dire, de son cendre, parce que l'on pensait que l'UDPCI était vraiment un parti mort. Et Dieu merci, après les élections du 6 mars 2021, l'UDPCI a pu avoir un groupe parlementaire. Alors, après tout ce parcours, bien entendu, il faut s'asseoir pour voir comment est-ce qu'il faut orienter les choses, comment il faut s'organiser. Donc, après cela, nous avons estimé qu'il était temps de modifier l'UDPCI, notre parti, de sensibiliser, de mobiliser les militants, parce que grâce à ces militants-là, aujourd'hui, l'UDPCI est debout. Si les militants sont debout, cela veut dire que le président Mabri aussi est debout. Donc, sans les militants, le président Mabri n'est rien. Et donc, c'était une occasion pour le président Mabri pour remercier tous les militants, de mobiliser tous les militants. Et bien entendu, au cours de cette manifestation-là, il y a eu les militants ont été encouragés et à travers, disons, des distinctions en décorant en tout cas les uns et les autres dans l'ordre du arc-en-ciel. D'accord. Dao Sekou, 20 ans après, que représente l'UDPCI? Quel est son poids pour vous dans la scène politique en Côte d'Ivoire? Ok, merci bien, M. Collet. Je pense que en matière politique, il ne faut jamais sous-estimer un adversaire, quel qu'il soit. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'UDPCI compte parmi les partis politiques significatifs aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est vrai que comparativement au PDCI, au RHTP, on peut le considérer comme le petit poussé,
Mais n'empêche que à travers le charisme de son président, en l'occurrence le docteur Maverick Touakeus, l'UDPCI a son mot à dire dans les joutes électorales en Côte d'Ivoire. Les 20 ans, c'est pour moi, l'UDPCI fête la vie du parti, c'est important, pour montrer aux yeux de la communauté nationale et internationale que ce n'est pas un parti moribond, que les rumeurs qui ont été annoncées sur l'incapacité de l'UDPCI à mobiliser n'étaient pas fondées. Et donc, à travers cet anniversaire, c'était une occasion aux dirigeants, aux leaders de l'UDPCI de montrer à la face du monde qu'ils ont encore des ressources que, bien évidemment, on peut compter sur, malgré toutes les difficultés qu'ils ont traversées. Alors, Dr Gondo, est-ce qu'on peut véritablement compter sur l'UDPCI qui, depuis sa création en 2001, n'a pas encore dirigé ce pays? Ah oui, ben, on peut vraiment compter sur l'UDPCI. Vous voyez un peu le parcours des autres partis politiques. Lorsque nous prenons, par exemple, le PDCI, l'histoire nous enseigne que le président Félix Houphouët-Boigny a bataillé pendant longtemps pour qu'il soit aujourd'hui le premier président, hier du moins le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Lorsque nous prenons sur le cas de Laurent Gbagbo, ben, écoutez, ce fut une longue période. Et à l'époque même, certains acteurs politiques disaient que bon, ben, le PDCI marchera jusqu'à ce que même la semelle soit, j'allais dire, toute la semelle sera bouffée. Mais aujourd'hui, on a connu le président de Laurent Gbagbo est devenu président. Par aussi pour le président Alassane Ouattara aujourd'hui qui est au pouvoir. Et donc, moi je pense qu'en matière de politique, il faut être patient. Il faut être patient. Et je suis sûr... Vous n'avez pas l'impression que la patience a duré 20 ans? Ah non, pas du tout. Non, 20 ans, c'est pas... 20 ans, oui, non. 20 ans, c'est pas beaucoup. Prenons le cas de Nelson Mandela. Est-ce que Nelson Mandela n'a pas fait 27 ans en prison? Et sans compter la lutte avant qu'il ne soit emprisonné? Donc 20 ans, je pense que nous pensons que bon, ben, 20 ans après 20 ans, les élections prochaines, 2025, ça sera le tour de l'UDPCI. Et j'en suis convaincu. Alors, de l'avis de certains observateurs de la scène politique en Côte d'Ivoire, l'UDPCI jusque-là n'a misé que sur l'ouest de la Côte d'Ivoire pour exister. Ah non, pas du tout. Mais lorsque ces propos-là, généralement, me font souvent rire parce que figurez-vous que les élections... elle est surpassée. L'UDPCI avait un poste à Toumoudi, à Dimbokro, à Divo, même à Tekoubé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ces cadres-là ont quitté l'UDPCI pour regagner le RHDP. Donc, non, mais on ne peut plus les considérer comme des cadres bien de l'UDPCI. Oui. On ne peut plus les considérer comme des cadres de l'UDPCI. Mais je vais vous dire, l'Ouest, on dit que l'UDPCI est confiné dans l'Ouest montagneux. Mais je vais vous dire que ceux qui tiennent ce langage-là, mais ils avaient bien envie d'avoir les postes de l'Ouest. Et Dieu merci, nous avons eu. Donc aujourd'hui, l'UDPCI conçut l'échiquier national. Et je m'avais vous dire aussi que lorsque nous prenons tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, et même dans le monde, chacun a un bastion traditionnel. Qu'il soit dans les grandes démocraties, ou même en Côte d'Ivoire, chacun a un bastion traditionnel. C'est le cas du RHDP, ils sont majoritaires au nord. Le PDCI est concentré beaucoup au centre. C'est vrai qu'il y a des percées, ça et là, et ce qui fait qu'ils sont un grand parti. Mais l'UDPCI aussi, je pense que les élections municipales prochaines, nous allons démontrer que nous pouvons aussi occuper le territoire national. Alors, c'est que vous qui êtes analyste politique, est-ce que vous partagez cette position de ces observateurs politiques qui estiment que l'UDPCI n'existe qu'à l'ouest de la Côte d'Ivoire? Bon, a priori, il n'y a pas de honte à affirmer que le bastion de l'UDPCI se trouve dans l'Ouest. En Côte d'Ivoire, nous connaissons un peu la cartographie des partis politiques, hein, le PDCI, le RHDP et autres. Chacun a un bastion dans un endroit précis ici sur le territoire ivoirien. Donc, pour moi, ça ne me gêne aucunement. Mais je souhaiterais, si l'UDPCI veut aller loin dans les joutes électorales prochaines, il va falloir que l'UDPCI sorte de sa zone de l'Ouest pour essayer de grappiller des voix dans les autres, notamment au nord. Aujourd'hui, est-ce que quand vous regardez aujourd'hui la configuration politique, c'est possible pour l'UDPCI de sortir de l'Ouest pour aller grappiller les points ailleurs? Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, la configuration politique ivoirienne va changer d'ici 2025. Vous voyez, la même mise que le RDR en son temps avait sur la partie septentrionale, c'est-à-dire le nord, aujourd'hui, cela a connu une évolution avec les frustrations, les cris des militants qui décidément mettent en avant la méchanceté, l'égoïsme, l'égocentrisme des cadres. Aujourd'hui, cette frustration-là a amené beaucoup de militants
du RDR, aujourd'hui RHDP, à tourner kazakh, à s'orienter vers d'autres partis politiques. Et je pense que c'est une aubaine pour l'UDPCI de scruter cette zone-là pour avoir, pour lui du moins l'UDPCI, ces militants frustrés là, du RDR, du RHDP, pour gonfler ses rangs. Voilà. Alors, Dr Gondo, vous devez sortir de l'Ouest pour aller grappiller des points. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, bien évidemment, nous sommes d'accord parce que nous ne voulons pas être confinés seulement qu'à l'Ouest de la Côte d'Ivoire, parce que je l'ai dit tout à l'heure. Hier, c'est vrai que vous m'avez dit tout à l'heure que ces cadres-là, aujourd'hui, on rejoint le RHDP, mais hier, nous sommes sortis. Et le DPC n'est pas un parti régional. Nous sommes un parti national. Et donc, nous y travaillons. Et justement, c'est pourquoi nous avons fêté les 20 ans pour remobiliser les militants. Et donc, nous y travaillons pour cela, pour que demain, les élections municipales, certainement que très bientôt, nous allons savoir que les dates sont déjà connues. Très bientôt, ben, nous allons travailler pour prouver à la communauté nationale et internationale que l'UDPC n'est pas un parti régional, mais un parti national. Quel avenir politique? Oui, vous voulez ajouter quelque chose? En fait, c'est pour dire qu'il faut bien au contraire rendre hommage au docteur Mabry. Parce que ce n'est pas facile, l'héritage de Gueye Robert n'est pas facile. Surtout lorsqu'on a connu le premier secrétaire général, notamment Bala Keïta, qui a été assassiné, le président Robert Gueye qui a été assassiné. Bon, vous voyez que vraiment ça crée un effroi au sein du parti. Et prendre la relève après ces deux assassinats n'est pas chose aisée. Il va falloir, à mon sens, soutenir, encourager Mabry pour qu'il puisse réussir véritablement sa mission. Et je crois que l'UDPCI, si l'UDPCI adopte une stratégie communicationnelle, une stratégie de terrain efficace, l'UDPCI pourra faire des surprises en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a eu des départs à l'UDPCI. Mais je m'avais vous dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont partis de l'UDPCI ne sont pas partis de l'UDPCI pour des questions idéologiques. Parce que on pourra comprendre que, ah tiens, ben, que Mabry... Qu'est-ce qui motive le départ? Ben, nous pensons que ben, c'est juste, comme disait un acteur politique en Côte d'Ivoire, les gens vont là où le soleil brille. Vous pensez la même chose? Voilà. Vous pensez que ces départs-là sont justifiés par ce que le docteur Gondo vient de signifier? En partie, mais je pense que l'objectif d'abord premier d'un parti politique, lorsqu'il s'écrit, c'est de conquérir le pouvoir d'État. Et très souvent, dans cette perspective-là, lorsque des militants constatent qu'il leur est impossible dans un premier temps de conquérir le pouvoir d'État immédiatement, eh bien évidemment, ils commencent à l'orienter de l'autre côté. Et c'est ça le drame en Afrique, généralement. Est-ce que le problème de l'UDPCI pour cette conquête du pouvoir, ce n'est pas le président actuel? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer, envoyer quelqu'un d'autre? Changer Mabry Touakeus? Oui. Mais je ne pense pas que c'est la personne de Mabry qui gêne. Moi, je pense que tout est une question de stratégie, tout est une question de programme. Ce n'est pas la personne de Mabry qui gêne, je ne pense pas. Oui. Alors, pas du tout. La personne du président Mabry ne gêne pas. Ceux qui sont partis de l'UDPCI, jusqu'à ce jour, n'ont pas donné d'arguments solides pour mettre en cause le président Mabry. Ils sont partis, je l'ai dit tout à l'heure, les gens sont partis parce que tout simplement, comme aujourd'hui la presse le dit, ils sont allés au restaurant. Voilà, c'est tout. Mais l'UDPCI reste, elle est sereine et son président est serein. Nous sommes là pour travailler pour que demain, l'UDPCI puisse accéder au pouvoir conformément à la Constitution, c'est-à-dire accéder au pouvoir d'État par les urnes. Merci beaucoup. Le président Mabry, oui, au cours de cette célébration, il a prononcé un discours où il a appelé le gouvernement à un dialogue inclusif. Pourquoi? Oui, ben, un dialogue inclusif, c'est un appel. Cela reste un appel est un appel. C'est-à-dire que un dialogue inclusif, c'est de faire en sorte que toutes les parties prenantes, quel que soit son poids politique, quelle que soit sa religion, puissent participer à ce débat politique-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de cohésion sociale et mettre de côté un autre parti politique. Donc il faut faire en sorte que les Ivoiriens se parlent. Et pour nous, c'est ça l'inclusion. Tous les Ivoiriens doivent se parler pour qu'à l'issue de ce dialogue-là, on puisse vraiment regarder la Côte d'Ivoire avec beaucoup de gaieté, pas avec d'animosité. Donc pour nous, le dialogue inclusif consiste à impliquer tout le monde. Et donc c'est un appel que le président a lancé. Et d'ailleurs, bien avant le président Mabry, le président Bédian a fait. Donc c'est un appel et un appel reste un appel. Cela ne veut pas dire qu'on remet en cause c'est vraiment la bonne foi du gouvernement qui voudrait initier très bientôt, disons, un dialogue. Nous souhaitons que ce dialogue soit inclusif et que tout le monde ait sa place pour parler
et de sorte que faire en sorte que ce dialogue soit vraiment à l'issue de ce dialogue-là, que les résolutions qui sortiront de ce dialogue-là soient vraiment durables. D'accord. Daousekou, c'est quoi votre commentaire face à cet appel du président Mabry Touakeus? Oui, c'est un appel quand même qui est légitime, parce que c'est un parti politique, c'est tout à fait normal qu'il appelle à un dialogue inclusif, puisque cela répond même à la volonté du chef de l'État, dans le sens de la réconciliation. Donc je pense que c'est de bonne guerre que le président Mabry annonce cela. Maintenant, le calendrier de ce dialogue n'est pas de leur ressort, cela est du ressort du gouvernement et du chef de l'État. Je pense qu'au moment opportun, lorsqu'il estimera, à mon sens, que les conditions sont réunies pour ce dialogue inclusif, parce qu'il ne faudrait pas qu'on pâture le dialogue pour n'aboutir à rien. Donc il va falloir... Vous estimez que les conditions ne sont pas réunies pour un dialogue inclusif? Non, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais j'estime que c'est lui qui tient les manettes, c'est le chef d'État qui tient les manettes, c'est le gouvernement qui tient les manettes. Ils savent à quel moment, le moment qu'il est propice, pour qu'ensemble, on puisse taire toutes les rancœurs et rancunes pour aller de l'avant. C'est bien compris, mais si on va aborder à présent le deuxième sujet de cette émission, lors du premier secrétariat général du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, tenu le 22 novembre 2021, Laurent Gbagbo, président du parti, avait réitéré au gouvernement de Côte d'Ivoire son appel à la libération des prisonniers militaires de la crise post-électorale 2010-2011. En réponse, le gouvernement, par la voix de son porte-parole Amadou Koulibaly, a dit non, estimant que les militaires détenus sont poursuivis pour des crimes différents de ceux pour lesquels Laurent Gbagbo avait été transféré à la CPI. C'est quoi votre commentaire, docteur Gondou? Ok, merci bien, M. Ibrahim. Le problème actuellement de la libération des prisons militaires, je pense que c'est un problème de justice et il faut laisser la justice aller jusqu'à son terme. Alors, le président estime, le président Laurent Gbagbo, alors, lorsque je lis, bien entendu, sur son propos dans les quotidiens, il dit que il a été transféré à La Haye. Les raisons pour lesquelles il a été transféré à La Haye, c'est pour cette raison-là que ces prisons militaires-là sont encore... le gouvernement dit le contraire. Oui, le gouvernement dit le contraire. Mais le président Laurent Gbagbo soutient que c'est parce que si lui, il est allé à La Haye, pour les raisons que nous connaissons, et que par conséquent, ces mêmes personnes-là sont allées en prison pour les mêmes raisons qui l'ont conduit à La Haye, et que lui aujourd'hui, il a été acquitté, logiquement, ceux-là aussi doivent être acquittés. C'est ce que le président de Laurent Gbagbo présente comme argument. Je ne voudrais pas vraiment déformer ses propos, mais je m'avais dit que c'est une question de justice. Il faut laisser la justice faire son travail. Et vraiment, je m'attends sur là. Daousekou, est-ce que Laurent Gbagbo est légitime pour lancer un tel appel? En tant que président du parti politique, il est dans son droit. Il est président du PPACI. Il est dans son droit de réclamer la libération des prisonniers. Maintenant, la configuration politique ivoirienne, telle qu'elle se présente, met un peu à mal les sorties de Laurent Gbagbo. Parce qu'on a l'impression qu'il veut se substituer à la justice. Le chef d'accusation, dont lui-même a été victime, ce qui lui a valu son transfèrement à La Haye, est différent du chef d'accusation dont les militaires sont poursuivis aujourd'hui. Parce que ici, on parle d'exactions sommaires, crimes de sang, assassinat, meurtre, enlèvement, torture. Voilà, justement. Et donc c'est pour ces raisons que ces militaires ont été incarcérés. Donc moi, à mon sens, lorsque Laurent Gbagbo s'immisce dans ce débat, ça donne l'impression que c'est lui, peut-être même qui avait donné l'ordre aux gens de faire ces crimes, ce dont je doute très fort, parce que je ne pense pas que ce soit quand même dans les habitudes de Laurent Gbagbo. Donc je souhaiterais qu'en tant que le premier responsable du PPACI, qu'il laisse la justice faire son travail. Il en a déjà parlé au président de la République, lorsque le président l'a réussi au palais présidentiel, il a parlé de la libération de ces militaires. Laurent Gbagbo n'arrive pas à comprendre qu'il soit libre et que les militaires à qui il a donné l'ordre soient en prison. Non, ces militaires n'ont pas été condamnés par la CPI. Ces militaires ont été condamnés par les juridictions ivoiriennes. C'est le tribunal ivoirien, c'est les tribunaux ivoiriens qui ont été mis en branle par le gouvernement ivoirien par rapport aux actions de déstabilisation dont ces militaires sont victimes, ont été accusés. Donc, je pense que c'est deux chefs d'accusation différents. Il est mieux que Laurent Gbagbo, avec tout le respect que je lui dois,
sache raison garder, qu'il laisse la justice faire son travail et on avisera. Alors, Dr Gondo, le gouvernement ivoirien, par la voix de son Premier ministre Patrick Achi, avait annoncé la reprise du dialogue politique pour ce mois de décembre. Avec une telle réaction, est-ce qu'on peut déjà dire que ce dialogue est compromis? Alors, compromis? Ah non, je ne pense pas, parce que il a annoncé le dialogue et le dialogue n'est pas actuellement organisé. Alors, donc, on ne peut pas prétendre que on va organiser demain un dialogue et puis dire que non, ce dialogue-là est déjà, disons, compromis. Non, je ne pense pas. Pour l'instant, il faut laisser. Il faut laisser, disons, le temps au temps. Il faut laisser le Premier ministre organiser le dialogue et voir ensuite les conclusions et puis voir ensuite la mise en œuvre des conclusions. Et c'est par rapport à la mise en œuvre qu'on saura que le dialogue a accouché d'une souris ou non. Mais pour l'instant, il faut juste encourager. Et d'ailleurs, justement, c'est pourquoi notre président Mabry se réjouit du fait de cet appel-là, où il appelle, disons, le gouvernement à ce que ce dialogue soit vraiment inclusif. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que le dialogue est un compromis, puisque... Est-ce qu'à l'UDPCI, la libération des prisonniers militaires, ça vous tient à cœur? La libération des prisonniers... tout à l'heure, je l'ai dit, bon, mais que nous avons une justice dans ce pays, il faut laisser la justice faire son travail. Voilà. Bien des fois, on a l'impression... Vous pensez que Laurent Gbagbo a mal agi en plaidant en faveur de la libération de ces prisonniers-là? Non, pas du tout. Si vous estimez qu'il faut laisser la justice travailler? Oui, mais moi, je pense. Je crois que nous avons une justice indépendante. Nous croyons qu'elle est indépendante. Et que si elle est vraiment indépendante, il faut la laisser aller jusqu'à ce thème. La réaction de Laurent Gbagbo, tout à l'heure, M. Daou l'a dit, c'est quand même, j'allais dire, c'est une logique. Voilà. Ce sont ses collaborateurs avec qui il a travaillé. Et je l'ai dit, aujourd'hui, Laurent Gbagbo à l'AIE, parce qu'on avait accusé d'avoir tué plus de 3000, il y a eu 3000 morts, et donc il est comptable de ces morts. Aujourd'hui, il sort, il a acquitté, il estime que si lui l'a acquitté, logiquement, ses collaborateurs doivent être acquittés. Mais il faut laisser la justice aller jusqu'au bout, et puis bon, on verra. Alors pour une certaine opinion, cette réaction du gouvernement montre son manque de volonté d'aller à la réconciliation. Non, pas du tout, je ne le pense pas. Je pense que la sortie du ministre de la Communication ne peut pas empêcher le processus de réconciliation qui est déjà entamé. En fait, moi j'assimile sa sortie à une sorte d'agacement. Je l'assimile à une sorte d'agacement. Il est dans son rôle. Il est membre du parti au pouvoir. Laurent Gbagbo est dans son rôle. Il est membre de l'opposition. L'opposition, leur rôle, c'est de critiquer. Et le pouvoir, leur rôle, c'est de défendre les positions qui sont prises contre eux. Donc, il est dans son rôle. Mais je ne pense pas que sa sortie puisse empêcher le processus de réconciliation qui a été déjà bien lancé. Il a même dit, est-ce que la récurrence de cette interrogation est une forme d'aveu? Monsieur Gbagbo est-il en train de nous dire que c'est lui qui a donné des instructions? Voilà pourquoi je n'ai pas d'agacement. Sa sortie, il faut l'assimiler juste à un agacement et non pas à une volonté de tout remettre en cause en ce qui concerne le processus de réconciliation. Je ne crois pas. Vous interprétez ça de la même manière? C'est un agacement ou bien un manque de volonté d'aller à la réconciliation de la part du gouvernement? Bon, un agacement, un manque de volonté, non, je ne voudrais pas m'inscrire dans l'un ou l'autre. Mais toujours dit, comme le M. Daou l'a dit, écoutez, lorsque l'opposition réagit, le pouvoir en place aussi essaie de réagir pour contre-attaquer, pour, disons, apporter des contre-vérités. Mais j'ai dit que le gouvernement veut initier un dialogue inclusif. Il faut laisser le gouvernement travailler et puis voir. Prenons le cas du Rwanda. Est-ce que le Rwanda s'est construit, mais en même temps, tout ce qui était comme, disons, jugement, tout ce qui était comme réconciliation était aussi en cours parallèlement. Donc il faut laisser les uns les autres faire leur travail. Laisser la justice faire son travail et bien entendu, et je suis sûr que le président Laurent Gbagbo a aussi appelé le président Ouattara à un dialogue inclusif. Et je suis sûr qu'il va s'inscrire aussi dans cette logique-là. Et bien entendu, en s'inscrivant, certainement que demain, la Côte d'Ivoire unie peut faire en sorte que demain, on puisse prendre aussi peut-être une amnistie. Laissons le temps au temps. Et on verra bien.
D'accord, laissons le temps au temps, on verra bien pour la suite de ce plaidoyer de Laurent Gbagbo en faveur de la libération des prisonniers militaires. On va attaquer maintenant le troisième sujet de cette émission qui est relatif à la visite de travail du président sud-africain en Côte d'Ivoire, Cyril Ramaphosa. Il est arrivé à Abidjan le mercredi dernier. Il repart. Sinon, il est rentré en Afrique du Sud ce vendredi. Il a eu un entretien avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Plusieurs accords bilatéraux ont également été signés. Dao Sekou, à quoi répond cette visite de travail? D'abord, c'est le renforcement même de la coopération entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Et je pense que aujourd'hui, cette visite du président sud-africain en Côte d'Ivoire montre aux yeux du monde le réchauffement des relations entre le président Ouattara et l'Afrique du Sud. Parce que nous avons tous été témoins ici du climat délétère qui prévalait en 2010 lors de l'élection présidentielle entre le président sud-africain d'alors qui avait pris fait et cause pour Laurent Gbagbo contre le candidat Thabo Mbeki, justement, merci bien. Thabo Mbeki qui avait pris fait et cause pour Laurent Gbagbo contre le candidat de l'époque, Alassane Ouattara. Donc cela avait contribué fortement à créer un climat de tension entre Thabo Mbeki et Alassane Ouattara. Aujourd'hui, qu'un président sud-africain vienne en visite de travail en Côte d'Ivoire depuis 92, parce que la dernière visite était en Côte d'Ivoire date de 92, je pense que c'est un signal fort, c'est un signal qui montre le réchauffement des contacts, des relations entre les deux pays. Et cette visite également a permis à la Côte d'Ivoire de signer des accords, de nombreux accords, oui, je pense 9 accords de coopération, accords de défense, accords sur l'agriculture, accords de la jeunesse. Je pense que c'est un signal fort, c'est un bon signe pour booster les deux économies. Et puis en même temps, à mon sens, je pense que c'est un signal également que le président lance au Nigeria. J'ai l'impression, en tant qu'analyste, j'ai l'impression que comme le président Ouattara n'est pas en odeur de sainteté avec son homologue nigérian, Buhari. Donc à travers Ramaphosa, il veut véritablement sceller un pacte nouveau avec l'Afrique du Sud qui, il faut le dire, est une puissance, fait partie du G20, des puissants du monde sur le plan économique. Docteur Gondo, comment vous interprétez cette visite de travail du président sud-africain Cyril Ramaphosa? Ok, à mon niveau, je pense que c'est vraiment une bonne initiative. Hein. Vous savez que les relations entre l'Afrique du Sud et puis la Côte d'Ivoire datent de très longtemps. Souvenez-vous que le président Mandela, juste après sa libération, est venu en Côte d'Ivoire, je crois, en 91, pour remercier le président Félix Houphouët-Boigny de tous ses efforts qu'il avait entrepris à l'époque contre le régime de l'apartheid. Juste bien avant même, disons, l'arrivée de Mandela, il y a le président Peter Botha avait fait un tour en Côte d'Ivoire à l'époque dans les années 80, et en 88, et qui a été suivi après par Félix de Klerk en 89. Et donc, juste pour dire que la Côte d'Ivoire a vraiment une vieille tradition avec l'Afrique du Sud, et à l'époque, le président s'était beaucoup impliqué dans vraiment la cohésion nationale au niveau de l'Afrique du Sud. Et je pense que le président Mandela est venu à l'époque pour reconnaître les efforts entrepris par ce grand homme-là, qui est le président Félix Houphouët-Boigny. Bon, bien entendu, par la suite, nous avons connu, mon camarade l'a dit, M. Dao l'a dit, le cas Mbeki et puis le cas de Jacob Zuma, qui avait été à l'époque, on pensait qu'ils avaient des accointances. D'abord, Thabo Mbeki avec le président Laurent Gbagbo, et ensuite Zuma avec toujours le président Laurent Gbagbo. Et on se rappelle même au Golfe à l'époque où le président Zuma avait été hué. On a ça encore à l'esprit. Aujourd'hui, le président Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire vient aujourd'hui pour montrer aux yeux du monde, à la communauté nationale et internationale, que la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud sont un même peuple. Donc c'est à saluer. Et comme l'a dit tout à l'heure M. Dao, il y a 9 accords qui ont été signés dans des domaines très importants, la défense, l'agriculture, la promotion de la jeunesse, la santé, etc. Donc, je pense que c'est des initiatives à encourager pour que vraiment on aille de là-bas. Et c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. Alors, juste pour donner quelques chiffres, sur le plan économique et commercial, les échanges globaux s'élèvent
à 370 908 milliards de francs CFA en 2020 contre 291 030 en 2019, soit une augmentation de 79 878 milliards de francs CFA. Et puis, il faut signifier que l'Afrique du Sud est le seul pays africain qui fait partie des 20 premières puissances économiques du monde. Vous dites que la Côte d'Ivoire gagne? Bien sûr, la Côte d'Ivoire gagne. Avoir pour partenaire un puissant pays comme l'Afrique du Sud, eh ben, je pense que c'est tout bénef. Donc, je pense qu'il faut applaudir à tout rompre cet accord, ce partenariat, cette coopération bilatérale entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. On gagne en quoi concrètement? On gagne sur plusieurs plans, sur le plan en expertise, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. L'Afrique du Sud a l'expertise dans beaucoup de domaines dont la Côte d'Ivoire pourra véritablement bénéficier. Mais ce que je souhaite, aujourd'hui, les entreprises sud-africaines sont beaucoup implantées en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas le cas. C'est pour cela d'ailleurs le chef de l'État, le président Ouattara, a lancé un appel au secteur privé ivoirien qu'il fasse tout pour également chercher à investir en Afrique du Sud. Parce que les entreprises ivoiriennes en Afrique du Sud sont quasi inexistantes. Donc il serait quand même bon d'équilibrer la donne. Il ne faudrait pas que ce soit une coopération unilatérale, il faudrait bilatérale. Donc il faudrait que nous aussi, on ait des entreprises en Afrique du Sud. Alors, docteur Gondo, pour vous... Oui, d'accord. Allez-y, allez-y. D'accord, d'accord. Non, je pense que c'est... Je l'ai dit, hein, l'initiative, elle a salué. D'ailleurs, cette initiative, je pense que bien avant même que le président sud-africain arrive, il y a déjà le 19 au 21 octobre passé, il y a eu, disons une réunion, disons une commission mixte de coopération qui est déjà mise en place et les investisseurs des deux pays planchent actuellement sur comment faire pour qu'il y ait une bonne coopération entre les deux pays. Je crois que c'est avec l'arrivée du président sud-africain, il était accompagné de beaucoup d'investisseurs privés. Et récemment aussi, mais au cours de son séjour, il y a eu vraiment une réunion entre les deux parties. Donc c'est juste pour dire qu'avec ces rencontres-là, on peut bien entendu définir une coopération entre les deux pays, de sorte que chacun soit vraiment gagnant-gagnant. Mais là, sur le plan diplomatique, voilà. Sur le plan diplomatique, les deux présidents ont convenu à parler d'une même voix à l'international. Donc, ce qui est bon signe d'ailleurs. Et là, d'ailleurs, sur le plan politique, on peut même dire que la Côte d'Ivoire gagne beaucoup plus que l'Afrique du Sud. On a à peu près certainement la même histoire. Je veux dire en termes de conflit. Exactement. On peut s'inspirer aussi de leur expertise en matière de réconciliation. En matière de réconciliation. Voilà pourquoi il y a d'expertise. Pour que la Côte d'Ivoire puisse en bénéficier. Donc, c'est une coopération. L'Afrique du Sud est en ce moment confrontée à une nouvelle... un nouveau variant de Covid qu'on appelle Omicron, qui fait beaucoup de dégâts en ce moment. Est-ce que on n'aurait pas dû surseoir à cette visite-là? Non, je ne pense pas. Je pense que déjà... On n'a rien à craindre en Côte d'Ivoire? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que la délégation quand même officielle du président Ramaphosa a dû subir toutes les analyses, tous les examens nécessaires avant de prendre pied en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'il y a péril dans la demeure. Mais je pense au contraire que si la Côte d'Ivoire avait rejeté cette rencontre, ce serait encore à rajouter à la tristesse et au malheur de... Déjà que le pays est isolé. Justement, déjà que le pays est isolé. Et Ramaphosa même en a fait cas ici à Abidjan, il en a parlé. Il dit qu'il ne comprend pas cette discrimination sanitaire vis-à-vis de son pays. Donc je pense que ça a été bien que les deux présidents se rencontrent. Cela va contribuer à mon sens fortement à rasséréner le président Ramaphosa dans sa quête de solution contre la Covid-19. Vous n'avez pas de crainte à ce niveau? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand même, c'est une délégation officielle, puis après tout, c'est une puissance, j'allais dire, africaine qui se déplace en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé a quand même pris toutes les précautions possibles, y compris les Sud-Africains et puis les Ivoiriens, de sorte que cette rencontre-là se passe. Et je suis sûr que cette rencontre-là s'est tenue dans le strict respect des mesures barrières. Donc, regardons bien entendu les retombées de cette coopération-là et prions Dieu que ce ne soit pas des décisions qui restent dans les tiroirs et qu'on puisse vraiment aller de l'avant. C'est bien compris. L'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football ne pourra pas se tenir le 20 décembre 2021 comme prévu.
initialement par la présidente du comité de normalisation. Le sujet était au menu des échanges de la semaine passée avec nos invités, Franck Ouraga, journaliste au quotidien Le Mandat, et Sama Zeyi, journaliste à Le Quotidien d'Abidjan. Je vous propose de les écouter et puis après on revient pour les commentaires. Moi, personnellement, je dirais à Mme Daou Gabala. Mais c'est elle qui est la présidente du comité de normalisation. C'est elle qui a donné des assurances à plusieurs reprises. C'est elle qui, il y a un mois de cela, au cours d'une audience avec le président de la République, insistait sur l'impératif de tenir avant la fin de l'année, qui était confiante. J'ai envie de, mais la faute lui revient, celle qui est en charge de la normalisation. Cher ami, il faut le dire, vraiment, le football ivoirien commence à broyer du noir. Le football ivoirien qui était dans la sous-région vraiment un modèle pour tous les pays aujourd'hui, sérieusement, il faut le dire que il devient méconnaissable entre guillemets. Parce que, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, il va à une audience avec le chef de l'État et il sort de là, devant les médias internationaux. Il dit que non, l'élection aura lieu le 20 décembre. Les gars, les QG sont en train de se préparer et du coup, il vient que la date du 20 n'est pas tenable. Moi, je peux appeler ça une trahison ivoirienne parce qu'il a trahi le football ivoirien. Même si les tests n'étaient pas, prêts, elle pouvait dire même au chef de l'État, bon, c'est une audience, mais je ne peux pas donner une date. Bon, nous sommes venus voir le chef de l'État pour essayer de voir comment on va organiser les élections. Pas donner une date. Tu donnes une date et tu viens encore. Donc, ça fait, comment dirais-je, tu as vu double langage, comme on le dit. Et maintenant, tu vas dire non, les tests à la FIFA, les tests viennent que la date n'est pas tenable. Tu vois, aujourd'hui, ça met le football ivoirien dans une position vraiment pas confortable. Dans ce coup, on vient ensemble d'écouter nos différents invités de la semaine passée. Il y a quelqu'un qui parle de trahison de la part de Mariam Daou Gabala, vu qu'on ne pourra pas tenir l'élection le 20 décembre. Bien, mais je pense que cette histoire de la FIF ressemble à une confrérie de sorciers. À mon sens. Expliquez-nous. Oui, c'est une véritable confrérie de sorciers qui a pris forme au niveau de la FIF. Vous savez, nous connaissons tous ce qui s'est passé, qui a suscité l'avènement du CONOR, le comité de normalisation. Il y avait des défaillances qui avaient été observées quant à l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Il y a eu une guéguerre par rapport aux différents candidats. On n'arrivait pas à trouver un point d'entente. Et donc, cela, naturellement, a créé un climat malsain. Et donc, la FIFA a estimé qu'il fallait mettre en place un comité de normalisation qui avait pour cahier de charge la tenue des élections au niveau de la FIF pour que la FIF puisse aller à la Coupe d'Afrique avec un président élu. Donc, le cahier de charge, c'était 1 an. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, après plus d'1 an, on rame à contre-courant contre ce qui avait été prévu. J'ai l'impression que le comité de normalisation a pris goût aux sous qui se trouvent à la FIF. C'est bien, il critique la gestion calamiteuse et même scandaleuse de l'équipe sortante, mais j'ai dit, si aujourd'hui on fait un audit par rapport à ce comité de normalisation, on verra également qu'elle aussi, ce comité également aussi a pris goût à la gabégie. Donc, pour moi, c'est une confrérie des sorciers. Visiblement, ils n'ont pas envie de lâcher du lest parce qu'il y a de quoi se sucrer à la FIF. Donc, ils gagnent du temps pour pouvoir participer, pour pouvoir organiser eux-mêmes la Coupe d'Afrique qui, vous-même vous le savez, est une compétition de gros sous. Donc je pense que c'est une véritable confrérie de sorciers. Il va falloir véritablement que le pouvoir ivoirien, notamment le gouvernement, avec à sa tête le président de la République, tape du poing sur la table pour véritablement tirer tout au clair. Sinon, on va s'embourber et on n'aboutira à rien. D'accord. Docteur Gondo, c'est quoi votre commentaire face à ce qui se passe en ce moment à la Fédération ivoirienne de football? Bon, effectivement, on suit les choses au niveau de... On regarde l'actualité, on suit l'actualité, j'allais dire. Et on constate aujourd'hui que le comité de normalisation qui a été, disons, mis en place jusque-là peine vraiment à donner ses conclusions. Mais je dis que certainement que Madame la présidente, Madame Daou Gabala, a certainement annoncé au président de la République que sous peu, on allait organiser les élections. Certainement qu'elle n'a pas tenu compte de certains aléas qui l'empêcheraient à organiser les élections comme elle avait indiqué. Alors, faut-il se précipiter? Je dis que non.
ce n'est pas aussi la solution. Donc, il faut... Alors, c'est la FIFA, certainement, alors, vous pouvez me corriger si j'ai dit n'importe quoi. C'est la FIFA qui a décidé que ce comité soit mis en place. Oui, c'est bien sûr. Voilà. Donc, bon, je pense qu'il faut laisser le comité rendre ses conclusions, faire en sorte qu'on puisse, disons, élire un président et suite à ça, qu'il n'y ait plus de problème. Mais l'élection devait se faire en décembre le 20, mais ça ne pourra pas se faire. Oui, ça ne pourra pas se faire. Le comité a échoué? Comme le comité a échoué, je ne pense pas. Mais j'ai dit que laissons le comité donner ses conclusions finales et on verra. Mais toujours est-il que, moi j'ai dit que, enfin, il faut faire en sorte que, à l'issue des travaux de ce comité-là, il faudrait qu'on puisse on puisse asseoir en tout cas une fédération où il n'y aura plus de bruit, une fédération vraiment qui va travailler vraiment selon les tests et normalement et sans problème. Et qu'à l'issue de cette élection, qui certainement sera transparente et que le meilleur gagne et que celui qui aura gagné, on sache qu'il a été élu dans les meilleures conditions pour en tout cas le meilleur devenir en tout cas de notre football. Alors M. Dao, il faut patienter, il faut donner encore du temps au CONOFIF. Non, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est la FIFA qui a mis en place ce comité de normalisation. Et quand on sait que la FIFA même est l'épicentre de la malversation haut niveau, il y a de quoi désespérer de la suite de... Qu'est-ce que vous faites dire tout ceci? Mais nous connaissons tous les scandales qui ont éclaté au niveau de la FIFA. C'est un secret de polichinelle. La FIFA est l'épicentre, comme je l'ai dit. C'est le bastion de la malhonnêteté, de la gabegie, du détournement massif. Donc on ne peut pas véritablement s'appuyer sur un tel organe et puis espérer avoir quelque chose de potable et de positif. Qu'est-ce que vous reprochez au comité de normalisation? Mais je reproche au comité de normalisation sa mauvaise foi. Lorsque vous avez un cahier de charge, vous êtes venu pour normaliser une situation. Mais apparemment, j'ai l'impression que ce comité même est venu encore aggraver la situation. En faisant quoi? Mais en n'organisant pas, nous sommes dans une sorte d'imbroglio, sans tête ni queue, on ne sait pas où on va. Le cahier des charges, il était tenu d'organiser les élections à la FIF, de sorte qu'en décembre, on est notre président de FIF et qu'avec ce dernier-là, on parte à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais comme je le disais, c'est une affaire de gros sous. Vous savez, les enjeux financiers de la Coupe d'Afrique des Nations. Et comme c'est une mafia, depuis la FIFA, orchestrée par des dignitaires véreux du football, eh bien, ils ont même mis sur ce processus-là pour pouvoir encore se sucrer davantage. Il y a même des audits qui ont été engagés au sein de la FIFA. Il y a des chiffres qui ont été révélés. Ça, justement, je dis que tout ça, moi je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de gabégie, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de malversation, mais je me dis pourquoi c'est maintenant, Mme Dao Gabala révèle ça au grand jour. C'est pour gagner du temps. Et puis vous voyez, elle a réussi son jeu. Parce que lorsqu'elle a révélé ces soi-disant gabégie et surfacturation, vous voyez que les gens ont été émus. Et du coup, on a oublié la question principale qui est l'élection du président de la FIFA. Donc je pense que la FIFA, avec les agents véreux qui sont autour, ils ont réussi leur mission de pouvoir organiser eux-mêmes la Coupe d'Afrique des Nations avec toute l'ingénierie financière qu'il y a autour de cette compétition. Oui, mais non, M. Ibrahim, je pense que est-ce que le frère Dao a véritablement les preuves que le comité de normalisation fait aussi de tourne en rond et refuse d'organiser les... Non, je pense que la FIFA, en mettant en place le comité de normalisation, son intention, ce n'est pas que ce comité de normalisation soit demain cet organe-là qui va organiser les élections de la CAN de 2023, n'est-ce pas? Oui. Donc, toujours est-il que le comité de normalisation donnera ses conclusions et à l'issue desquelles un président de la FIFA sera élu. Mais j'ai dit qu'en toute honnêteté, il faut laisser, c'est donc qu'il faut accorder un temps au comité de normalisation. Peut-être que en disant que bon, il fallait accorder un an au comité, les gens n'ont pas vraiment certainement bien évalué, bien évalué en tout cas tous les aléas qui ont fait que on a mis en place ce comité de normalisation. Donc il faut laisser le comité vraiment aller jusqu'au bout, organiser les élections à l'issue desquelles des élections vraiment transparentes, à l'issue desquelles
on aurait un président. D'accord, c'est Voilà. bien noté, chers invités. On va partir pour la dernière rubrique de cette émission, Focus sur médias africains de ce soir. On s'intéresse au Ballon d'Or France Football 2021 qui a été remporté, comme je l'ai signifié à l'entame de cette émission, par Lionel Messi. Un fait a encore attiré l'attention du continent africain, c'est qu'aucun joueur africain ne figure sur le podium. Toujours pas d'Africains sur le podium du Ballon d'Or. Ni Mohamed Salah, classé 7e, ni Riyad Mahrez, classé 20e, n'ont réussi à finir sur l'une des 3 premières marches du podium de l'édition 2021, ce 29 novembre à Paris. L'Égyptien avait terminé 6e en 2018 et 5e en 2019. L'Algérien, lui, s'était hissé à la 7e place en 2016. C'est donc une nouvelle déception pour le football africain qui n'a toujours pas placé l'un de ses représentants à l'une des 3 premières places du classement depuis le sac du Libérien George Weah en 1995. Lionel Messi, L'Oréal 2021, pense toujours que Mohamed Salah peut viser plus haut à l'avenir. La plus grande déception pour de nombreux observateurs du football continental est peut-être la 2e place d'Edouard Mendy pour le trophée Yacine. Celui-ci a été remis à Gianluigi Donnarumma, vainqueur de l'Euro 2021 avec l'Italie. Le portier sénégalais, impressionnant avec Chelsea, avait remporté la Ligue des Champions avec ce club. L'Italien a par ailleurs rendu un hommage au Lion de la Teranga après la cérémonie du Ballon d'Or en conférence de presse. Lionel Messi remporte son 7e Ballon d'Or et dévance le Polonais Robert Lewandowski et l'Italien Jorginho. Docteur Gondo, Ouais. que vous inspire ce trophée de Ballon d'Or France Football qui a été remporté par Lionel Messi? Mais comme je l'ai signifié, aucun Africain sur le podium. On estime que le football africain est méprisé. Ouais, d'accord, ben, je voudrais aussi vraiment en tout cas, profiter de votre micro pour féliciter Lionel Messi. Vous êtes un fan de Messi? Oh non, pas vraiment, Ah, d'accord. pas vraiment, mais il faut le féliciter. C'est à lui qu'on a attribué le Ballon d'Or. Mais c'est aussi surprenant que des années durant, aucun Africain n'est jusque-là n'a soulevé ce trophée-là. Et ça, en tout cas, ça a mis des interrogations. Ben, il va falloir analyser profondément. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les Africains n'ont pas comme votre film l'a montré, à part George Weah, qu'est-ce qui se passe? Ben, certainement qu'il faut se mettre au travail. Et on espère que ben, les années à venir, un Africain sera élu. Il faut se mettre au travail. Le travail, on ne travaille pas suffisamment pour arriver à cela. Moi, je pense que les Africains sont naturellement forts, sont naturellement bons. Mais je pense, il faut d'abord voir l'historique même du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or a été créé en 1956, par France Football. Et à l'époque, c'était seulement destiné aux joueurs européens, de 56. C'est à partir de 95 que ça a été ouvert à d'autres nationalités. Ce qui explique que ni Maradona, ni Pelé n'ont eu ce Ballon d'Or-là. Et qui vote? Avant, Les journalistes, actuellement. oui, oui, c'est les journalistes qui votent, mais avant, bien avant, c'est-à-dire de 2009 à 2015, c'est la FIFA encore, la même FIFA, cette mafia organisée, qui décernait les différents à son sein, qui choisissaient les gens pour décerner le prix. Donc c'est à partir de 2009 récemment que les journalistes ont repris. Il y a 180 journalistes qui votent. 180 journalistes. Un journaliste par pays. C'est 180 journalistes. Donc vous voyez que déjà c'est subjectif. Moi je peux estimer que Messi il est bon. Dr Dongo peut estimer que c'est Ronaldo qui est bon. Kodé Ibrahim peut estimer que c'est Sadio Mané qui est bon. Donc c'est subjectif. Maintenant, au-delà même de la subjectivité du choix qui est fait, je pense qu'il y a quand même une once de discrimination dans l'octroi de... Contre l'Afrique? Bien sûr, contre l'Afrique. C'est un gros deal. Il y a des enjeux financiers énormes. Il y a des paris qui se font par rapport au Ballon d'Or. Donc c'est toute une mafia qui est organisée. Et donc je ne pense pas qu'aujourd'hui l'Afrique est le petit poussé de cette organisation monumentale, mafieuse, appelée FIFA. Je ne pense pas que l'Afrique quand même puisse avoir son mot à dire tant que les décideurs de la FIFA ne décident pas que ce trophée-là soit attribué à un Africain.
D'accord, c'est bien compris, Dao Sekou. Messieurs, on a fini cette émission. Nous sommes arrivés au temps qui nous a été imparti. Merci à vous, Dr Gondo Diomandé. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint chargé de l'école de l'UDPCI. Du parti, voilà, l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci infiniment. Dao Sekou, merci à vous également, analyste politique, merci c'est fait un plaisir. Passer nous voir. Merci. Merci également à mon frère Dr Gondo, oui. Voilà, avec qui vraiment j'ai pris du plaisir à échanger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.